Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le bouclier qualité-prix en baisse comparé à l'année dernière. 78 produits pour 200 €. Avez-vous senti la différence? Réponse dans cette édition. Dans l'actualité également, la disparition de ce jeune Mahoréen des musées. Le MUMA vous ouvre ses portes jusqu'à 20 h demain à Dzaoudji. Occasion vous sera ainsi donnée de prendre part à divers ateliers. 210 €, c'est ce que vous débourserez si vous n'achetez que les 78 produits contenus dans le bouclier qualité-prix. Une légère baisse comparée à 2017. Du côté du panier santé, les 22 produits vous coûteront 63 €. Mais alors, avez-vous senti la différence dans votre porte-monnaie? Réponse dans ce reportage signé Alda Alidi et Daniel Abdou. 4 € de moins à payer sur le panier du bouclier qualité-prix 2018. Selon la préfecture, le prix des 78 produits qui rentrent dans cet accord avec la grande distribution a été baissé à 210 € cette année. Une bonne nouvelle qui a pourtant du mal à convaincre les consommateurs. Partout là où on achète le truc, au niveau du magasin, tous les prix sont en hausse. Exemple, Somaco, avant on achète le sucre pour 10 €, maintenant un paquet de 12 de 10 €, maintenant ils sont à 12 €. Donc c'est trop cher. Le prix des cuisses de poulet ont augmenté, les ailes aussi. Le lait en poudre, pareil. Oui, beaucoup. Parce que tout ça, c'est déjà 42 €. Sur les produits qui restent, rien n'a baissé. Les prix restent les mêmes qu'avant. Je ne sais pas s'il y aura une baisse à partir d'aujourd'hui, mais pour l'instant, rien à signaler. Comment expliquer ce scepticisme alors que l'accord négocié en plein mouvement social début mars est appliqué depuis un mois dans les grandes surfaces? L'une des principales raisons est la méconnaissance des 78 produits concernés. La liste est pourtant disponible sur le site de la préfecture et pour ceux qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, certaines enseignes font l'effort de les signaler, mais pas sûr que les stocks suivent, car à l'instar du sucre en poudre actuellement en rupture, une partie de ces références reste difficile, voire impossible à trouver en rayon. Enfin, dernière raison, une baisse sur certains produits implique souvent une hausse sur d'autres. Depuis que la grève est finie, voilà, les prix sont montés. Donc voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Vu tout ce qu'on on s'est battu pour qu'on trouve une vie meilleure à Mayotte. Voilà, on a trouvé que les prix sont en hausse. À chaque fois qu'on fait une grève générale à Mayotte, les prix flambent. Il faut attendre un certain temps pour voir une vraie baisse des prix. Difficile de trouver une enseigne qui accepte de s'expliquer sur sa politique de prix, une question visiblement sensible en cette période de grogne sociale. Opération séduction des experts comptables installés dans l'île. Pour se faire connaître, ces derniers organisent 5 jours d'information sur les impôts. Les experts comptables, une profession en pleine restructuration, l'ordre est encore rattaché à La Réunion, mais à terme, il devrait devenir autonome. Le département compte moins d'une dizaine d'experts comptables contre 10 fois plus à La Réunion. Les précisions de René Lataste et Daniel Abdou. Opération information des experts comptables à la maison de l'entreprise. Après l'information sur les bilans, les prêts d'honneur, elle a accueilli hier les hommes et les femmes clés des entreprises, ceux qui travaillent sur les bilans, les experts comptables. Mais elle a accueilli aussi les particuliers. Pour les particuliers, la déclaration d'impôt n'est pas simple et encore moins simple pour les entrepreneurs. Le comité départemental des experts comptables de Mayotte s'est mobilisé pour apporter son aide auprès des contribuables dans le cadre d'une opération nationale qui s'appelle Allo Impôt. Donc tous nos experts comptables se mobilisent pendant 5 jours, du 17 au 22 à la maison des entreprises, pour aider, donner des conseils auprès des contribuables. Franchement, c'est compliqué, même si vous avez l'habitude de le faire tout le temps, mais il y a toujours, chaque année, il y a certaines choses qui changent. Je ne passe pas par Internet parce que la dame qui gère en face de moi, c'est sa première déclaration. Elle m'apprend qu'elle a raté la déclaration 2016. Mais comme c'est la première déclaration, on est obligé de la faire sur papier. Et comme c'est la première déclaration, ça engendre plusieurs documents, plusieurs éléments à joindre à la déclaration qu'il faut bien connaître, qu'il faut compléter. Ça prend plus de temps à faire cette première déclaration.
Une opération donc jusqu'à mardi prochain inclus. Important, la consultation est gratuite. Nous sommes le vendredi 18 mai, premier vendredi depuis le début du Ramadan. La prière de vendredi, vous le savez, se déroule dans un contexte particulier marqué par les multiples secousses sismiques. Dans leur prêche, aujourd'hui, les chefs religieux appellent au pardon. Gervais Nitieux et Fahar Husseini. D'un pas lent mais assuré, il se dirige vers la mosquée de Kanibé, le quartier qu'il a vu naître il y a 52 ans. C'est cet enseignant à la retraite qui est en charge de la prière de ce premier vendredi du mois du Ramadan. Cette première grande prière se déroule dans un contexte marqué par la multiplication de secousses sismiques à Mayotte. Peu avant le début de l'office religieux, la terre a encore tremblé dans le sud de l'île. C'est comme si nous étions en examen. Parmi ces examens, c'est quoi? C'est le khawf, c'est la crainte. Tout le monde a eu peur. Mais on a peur de quoi? Il faut se remettre en cause. Le musulman, le vrai musulman doit toujours se remettre en cause et dire « Ah, j'ai péché, je vais demander pardon ». Donc ça, c'est vraiment c'est important que tout le monde le sache aujourd'hui. C'est autour du pardon que s'est articulé le sermon de ce vendredi à Kanibé. Un discours préparé minutieusement dès les premières heures de la matinée par le chef religieux, à son domicile situé à 1 kilomètre du lieu de prière. C'est dans un livre de sa bibliothèque personnelle qu'il a puisé son inspiration. Étant donné que c'est le premier khutbah, le premier sermon du Ramadan, j'ai choisi un de mes livres. Ici, ce livre s'appelle Al-Anqoud al-Jawhariya, qui parle justement de plusieurs discours des mois, et notamment le mois de Ramadan aujourd'hui. Ça va surtout parler des bienfaits, le pourquoi de ce Ramadan, le pourquoi de ce jeûne et toutes les caractéristiques de ce mois dans ce kitab. Yankoub Fakihidine prône le pardon, mais aussi et surtout la paix pendant ce mois de Ramadan. Pour lui, la violence est contraire à l'islam et elle est destructrice. On en vient à cette disparition. Il s'agit d'un jeune originaire de Kombani, porté disparu depuis près d'une semaine dans le département de l'Hérault. Signalé disparu le 12 mai dernier, ses proches restent sans nouvelles. Tous les moyens sont bons pour eux pour glaner des informations et les partages sur les réseaux sociaux y participent grandement. Les explications de nos confrères de France 3 Montpellier. Les proches d'Ouzahir sur le terrain, Toulouse, Béziers, Sijan ou Montpellier, ils diffusent au plus grand nombre la photo du Montpelliérain originaire de Mayotte. Ils veulent appuyer l'appel à témoins lancé par la police. Aujourd'hui, la famille d'Ouzahir Mohamed juge sa disparition préoccupante. C'est pas quelqu'un qui part sans donner signe de vie. Quand il part même de Montpellier, qui dit je vais à Toulouse, il nous appelle, il nous dit je vais à Toulouse, on ne sait jamais. À chaque fois, s'il bouge de Montpellier, il nous dit. La sœur d'Ouzahir, qui entame aujourd'hui une grève de la faim, estime que la police ne s'engage pas suffisamment dans la mesure où son frère est majeur. Mais pour elle, les circonstances de sa disparition sont troublantes. Il a tout laissé sur place, les clés sur la porte et tous ses papiers, tout téléphone, tout, il n'a rien porté sur lui. On ne sait même pas comment il est habillé puisqu'on n'était pas avec lui ce jour-là. On lui a parlé les jours précédents, tout allait bien. En tout cas, il ne nous a pas montré qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est très surprenant et inattendu. Et nous, on trouve ça beaucoup plus qu'inquiétant. La police reconnaît la difficulté de localiser Ouzahir parce que son portable et sa carte de crédit sont restés à son domicile. Ouzahir Mohamed a les cheveux noirs, les yeux marrons, il mesure 1,67 m. Un appel à témoins a été lancé au niveau national. En cas d'information, merci de contacter le commissariat de Montpellier ou le 17. Tout autre chose à présent, les hôpitaux en Outre-mer en souffrance entre le manque d'effectifs, de moyens financiers, d'équipements et autres locaux vétustes. La liste est longue. En somme, de nombreux territoires ne peuvent répondre convenablement aux demandes des patients, comme a pu le constater Michael Baptiste. Difficultés de réorganisation et de prise en charge au CHU de Guadeloupe suite à l'incendie de novembre dernier. Mise sous tutelle du centre hospitalier de la Martinique en janvier. Suspension hier de la mobilisation du personnel hospitalier à La Réunion. Démission de 17 médecins urgentistes à l'hôpital de Cayenne en Guyane. Ces exemples illustrent la crise de fond que traversent les hôpitaux en Outre-mer. Notre organisation actuelle fait qu'on doit être plus d'une quarantaine
Nous sommes 25 et il y a encore des gens qui partent. Donc clairement, on n'y arrive pas. Des difficultés financières résultent des restrictions budgétaires dont les conséquences sont alarmantes. Les agents hospitaliers s'offusquent de la dégradation des conditions de travail, de la qualité de l'offre de soins et de la difficulté d'assurer correctement la prise en charge des malades. En tant que militants, nous sommes là pour informer à la fois les agents, les usagers aussi de l'hôpital, ainsi que la population dans son ensemble sur la situation problématique au sein du CHU. À Mayotte, un effort de 200 millions d'euros a été consenti pour moderniser l'hôpital et le nouveau CHU de la Guadeloupe ne sortira pas de terre avant plusieurs années. Mais si le gouvernement tente d'apaiser les tensions, sa politique de santé est loin de faire l'unanimité dans les Outre-mer. Un reportage de Michael Bastide. Du foot et la liste des 23 chanceux qui représenteront la France à la Coupe du Monde 2018. Sur les 23 noms, 2 ultramarins, Thomas Lemar et Raphaël Varane, feront partie du voyage en Russie. 3 autres, Kingsley Coman, Alexandre Lacazette et Anthony Martial, sont eux sur la liste des 11 suppléants. Ismaël Mohamed Ali et Leila Zelouma. Le suspense est tombé. Didier Deschamps a livré sa liste des 23 sélectionnés pour le Mondial 2018 en Russie. Jamais liste de l'équipe de France n'a contenu si peu d'ultramarins, seulement 2 sur 23. Sans surprise, le défenseur central martiniquais du Real Madrid, Raphaël Varane, 25 ans, sera du voyage en Russie. L'autre élu, ultramarin, est le Guadeloupéen de l'AS Monaco, Thomas Lemar, 22 ans. Sa vision de jeu et sa technique en mouvement ont convaincu le sélectionneur. Le verdict est tombé pour le Réunionnais Dimitri Payet, 31 ans, et il est sans appel. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille n'a pas été retenu. Didier Deschamps l'a écarté de la liste à cause de sa blessure musculaire contractée en finale de Ligue Europa. J'ai vu Dimitri extrêmement triste hier par rapport à son match. Forcément, ma décision ne va pas lui rendre le sourire. Mais voilà, ça fait partie des impondérables qui peuvent arriver. À cette liste des 23 sélectionnés s'ajoutent 11 suppléants qui ne se rendront pas au rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine, mais s'entraîneront individuellement. Parmi eux, le Guadeloupéen Alexandre Lacazette. Lacazette, il a le droit d'être extrêmement déçu. C'est la 3e fois qu'il est réserviste, donc je pense qu'il doit en avoir un petit peu marre. Et surtout, il se voit écarté de l'équipe de France après avoir marqué un doublé en Allemagne. Je pense que dans l'histoire des Bleus, c'est jamais arrivé qu'un avant-centre sorte de l'équipe après un doublé comme ça dans un match de prestige. Kingsley Coman, l'attaquant guadeloupéen du Bayern de Munich, est aussi en salle d'attente. Tout comme Anthony Martial, dont la polyvalence comme ailier ou axial semble avoir été un handicap. Ces 2 joueurs que j'ai déjà eus, dans certaines situations aussi, que ce soit commencer les matchs ou venir du banc. Alex, ça n'a pas été le cas au mois de mars puisqu'il était blessé. Anthony est revenu. Voilà, après c'est une analyse complète par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans certaines situations et par rapport au rôle qu'ils vont avoir dans ce groupe-là par rapport à la compétition aussi. Les 23 sélectionnés ont rendez-vous mercredi prochain à Clairefontaine pour lancer leur campagne mondiale de Russie. Le mondial toujours, mais cette fois-ci chez nous, la Coupe du monde de foot à Mayotte, portée par l'amicale personnelle vice-rectorat de Mayotte. Et avec nous pour en parler, Franck Taquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de projet Coupe du Monde au sein de cette amicale, une Coupe du Monde à Mayotte. D'où est venue cette idée? Alors en premier temps, je voudrais remercier la présidente Charmila Moudouari, qui est ma compagne, pour m'avoir supporté depuis ces mois de la création de ce projet. Alors comment c'est arrivé? Depuis 4 ans, on a l'idée de créer cette Coupe du Monde à Mayotte. Et donc, Charmila est devenue présidente en octobre de l'amicale vice-rectorat du personnel de Mayotte, Et donc, on a décidé de se mettre à fond dans ce projet pour réaliser ce grand événement à Mayotte. Pourquoi? Parce que nous, on aime bien faire plaisir aux gens. On est souvent dans des associations. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient heureux dans des festivités de cette ampleur. Donc c'est une Coupe du Monde comme la vraie Coupe du Monde qui se jouera d'ailleurs dans quelques semaines en Russie. Vous allez suivre toutes les étapes? Exactement. Donc là, pour l'instant, les équipes sont inscrites. Il nous en manque quelques-unes, forcément. Donc on fait appel à ce manque d'équipes. Il en manque 5 pour arriver à ces 32 équipes. Et donc on suivra
les journées de qualification le samedi et les 2 premiers reviendront le dimanche afin de faire les phases finales. Donc aujourd'hui, il y a eu un tirage au sort pour constituer les différentes poules. Quelle sera par exemple la fiche d'ouverture de cette Coupe du Monde Made in Mayotte? Alors l'affiche, je n'ai pas réellement eu le temps de m'en occuper. Bon, je sais que la France sera détenue par le RSMA, qui est quand même l'emblème de l'armée, donc c'était obligé qu'il représente. Et après, je pense qu'il y aura de belles affiches de toute façon. Et dans les équipes, c'était que des jeunes ou comment ça s'est passé le recrutement ou les inscriptions? Alors, donc, je vais vous présenter l'affiche, vous allez tout comprendre. Voici l'affiche. Donc, vous voyez bien que c'est une affiche A7 et mixte. Et il faut avoir 18 ans pour pouvoir y participer. Donc, c'est ouvert aux filles aussi? C'est ouvert aux filles. Et nous appelons fortement les filles à venir nous rejoindre. Et cette Coupe du Monde aura lieu quand et où, à quelle heure, comment faire pour s'y rendre? Alors, donc pour s'y rendre, ça sera au stade du Baobab pour les 16 et 17 juin. Et l'heure, les premiers matchs commencent à 8h et finiront le samedi de 8h à 18h, et le dimanche de 9h à 16h. Et le gagnant gagnera la fameuse Coupe du Monde. La réplique. Merci beaucoup Franck Taquin d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et je rappelle donc que cette Coupe du Monde Made in Mayotte aura lieu les 16 et 17 juin prochains à Mayotte au stade du Baobab. C'est bien cela. Merci. Merci beaucoup. On en vient cette fois-ci au musée. Demain, samedi 19 mai, sera organisée la Nuit européenne des musées, une 14e édition à laquelle prendra part le MUMA, le musée de Mayotte. Donc, cela veut dire qu'exceptionnellement, l'établissement situé à Dzaoudi restera ouvert jusqu'à 20h. Plusieurs ateliers vous seront proposés avec en prime l'inauguration d'une nouvelle salle d'exposition et un spectacle. Mais avant toute chose, on vous propose ce soir de suivre Génial Atoumani et Géraldine Lui. Elles sont allées à la découverte du MUMA et de ce qui s'y trouve. Ouvert au public depuis 3 ans, le musée de Mayotte se veut être le garant d'un patrimoine local peu à peu oublié et décliné ici en différentes thématiques à travers 6 salles. Nous avons décidé depuis 2016 à décliner les expositions du musée à travers des emblèmes. Donc on choisit en général donc, des thématiques qui sont assez parlantes pour Mayotte. Ici, nous sommes dans la salle Joho. Le Joho, il y a Asuli, donc le Joho traditionnel, le Joho de confection manuelle et locale, parce qu'il y a eu un Joho de confection locale à Mayotte. Il y a encore quelques personnes qui en font, même si de plus en plus on l'importe. Mais il y a eu cette technologie qui existait à Mayotte, notamment à Sada, à Amtsapere et à Pamandi. Donc c'était des localités où on fabriquait ce Joho à Suti. Et la salle d'à côté, c'est l'univers féminin, à travers deux thématiques. Donc la thématique du Msinzano et des différentes fonctions du Msinzano dans la vie de l'individu, de la femme en l'occurrence. Fonction sociale, fonction esthétique, fonction de lutte contre les odeurs corporelles, fonction thérapeutique, fonction rituelle, donc tout ça on l'explique. Et l'autre versant, c'est l'univers féminin à travers la chambre basse, la chambre de la femme et le mobilier standard qu'il y avait avant, on va dire les années 80, dans la chambre de la femme. Un patrimoine qui passe également par l'oralité, mise en avant ici. C'est la thématique du patrimoine immatériel, donc tout ce qui est savoir, connaissance, artisanat, conte, enfin patrimoine oral et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça gestes et paroles. Et dans l'avenir, les thématiques qui sont là vont aussi changer. On a déjà des thématiques comme la poterie, on a des thématiques comme la forge, on a des thématiques comme la bijouterie, des thématiques dans lesquelles on a déjà une partie des objets qu'il va falloir compléter, etc., pour qu'on puisse exposer. Donc là, on a déjà de la matière. Oui. Changer les expositions régulièrement pour faire vivre le musée, le travail d'Abdul Karim Saïd Ben et de ses équipes. À noter que depuis son ouverture, le musée accueille de 8 à 10 000 visiteurs par an. Et le musée restera ouvert donc demain jusqu'à 20h. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La principale information à retenir, la légère baisse des prix à la consommation. Une bonne nouvelle après les augmentations constatées après la grève. Les discussions entre la préfecture et les représentants de la grande distribution ont permis de maintenir la liste de 78 produits à un prix global de 210 €. Mais pour les consommateurs, il n'y a aucun changement.
le scepticisme y règne. À suivre dans un instant la météo, suivie de votre journal à Maoré avec Darwesh Daou. Les journaux du week-end vous sont présentés par Alda Alidi. Très belle soirée et à bientôt sur La Première.